Et bonjour à tous, c'est Dumble pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Canada Life Center à Winnipeg au Canada. Devant un petit peu plus de 4600 spectateurs, ça s'est pas trop senti au global, à part peut-être dans le segment d'intro où il y a eu un peu des réactions, on va en parler tout de suite. Mais sinon, ils auraient pu être 12. Hein. On n'aurait pas vu la différence. Public du Canada très très calme. Bon, comme souvent, on en a l'habitude. WWE, ils s'y rendent souvent. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de WWE, mais je sais que quand ils y allaient, c'était assez calme en dehors des réactions pour Sami Zayn par exemple ou Kevin Owens. Et ça ne fait pas exception. Cette fois-ci, c'est également assez calme pour All Elite Wrestling. Et avant de vraiment commencer cette review, je voulais d'abord, dans un premier temps, vous remercier. Vous étiez très nombreux à regarder le dernier podcast Lancer la Révolution sur AEW Révolution et grosso modo le premier trimestre d'AEW. Donc ça fait très plaisir de voir qu'il y a autant de chiffres sur cette vidéo-là. Ça a très très bien fonctionné, donc très content. Très content de voir ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre, bien entendu, hein, que ce soit pour les podcasts, pour TEW, pour les tier lists, peut-être une qui arrivera prochainement, on verra ça. Pour les live Twitch également, vous avez les liens en description. Et il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, j'ai ouvert un Patreon pour la chaîne. Alors je vous rassure, c'est pas un Patreon avec un paywall ou quoi que ce soit. Tout le contenu sera accessible gratuitement, en tout cas dans un premier temps. Je sais pas s'il y aura du format payant plus tard. Mais voilà, ce sera plus pour les rediffusions de live où il y a du contenu copyrighté, où effectivement c'est plus pratique de le faire sur Patreon. Et peut-être que je ferai du commentaire de match, éventuellement sur des matchs que j'ai particulièrement aimés sur le circuit indépendant, et où j'ai envie de commenter par-dessus parce qu'ils sont pas accessibles en français, peut-être pour les rendre un peu plus accessibles à tout le monde. Donc c'est une petite réflexion que j'ai, c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Le lien est dans le all links en description, donc n'hésitez pas, vous allez dessus, vous regardez tous les liens. Il y a le Patreon qui est dedans, vous pouvez vous abonner dessus gratuitement, et il y a un format payant si vous voulez soutenir la chaîne, mais qui n'apporte rien de plus. C'est vraiment juste pour le soutien, c'est à 3€. Là, ici, il n'y a rien d'obligatoire. Comme je disais, le contenu est accessible que vous payez ou pas. Il n'y a rien de plus si vous payez. Donc, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas les moyens de le faire, le faites pas, c'est pas grave. Abonnez-vous gratuitement au Patreon et déjà, vous allez avoir accès au même contenu. Et si vous voulez soutenir la chaîne un petit peu en plus, à part un merci, il n'y aura pas grand chose de plus et notre reconnaissance. Mais voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Et on va pouvoir y aller pour ce récap. On a Schiavoni sur le ring pour faire l'introduction de la signature de contrat à venir entre MJF et Kenny Omega. Mais il y a les feux d'artifice qui font un petit peu n'importe quoi, qui se déclenchent n'importe comment et qui interrompent Tony Schiavoni à chaque fois qu'il veut parler. Et en fait, c'est parce que c'est Chris Jericho qui vient l'interrompre, qui est de retour avec son thème Judas. Plutôt bonne réaction du public. Là, pour le coup, c'est peut-être la plus grosse pop du show. Bon, en même temps, c'est un Canadien qui arrive au Canada. Bon, ça peut sembler logique. C'est dommage qu'il y ait eu le spoil la veille quasiment. Je pense que tout le monde était au courant que Chris Jericho allait arriver. Donc, on va dire que ça ruine un petit peu l'effet de surprise. Bon, moi, je suis pas le plus grand fan de Chris Jericho, mais bon, forcément, il y a un petit côté un peu curieux de voir ce que ça va donner. Il va juste prendre le micro pour dire qu'il est de retour à la maison. Donc, en tout cas, pas de départ pour WWE prochainement, comme ça avait été annoncé à un certain moment. Il va directement retourner au vestiaire suite à ça. Sur les dernières années, c'était pas dingue chez All Elite, Chris Jericho. On va voir, il a l'air d'être en très bonne shape. Hein. Il a eu le temps de se refaire une santé, visiblement. Donc, on va voir ça, mais ouais, très curieux de voir c'est pourquoi. Est-ce que c'est pour faire un petit peu du part-time, refaire des petits programmes avec des jeunes de temps en temps? Est-ce que c'est pour être là à temps plein? On verra ce que ça va donner, on se plaindra si c'est pas cool. Et dans la foulée, la caméra qui va vite couper pour nous montrer que Will Ospreay est en train de s'en prendre à Jon Moxley en disant voilà, il va le tuer. Il est pas content, Will Ospreay. Et voilà, ils vont se faire séparer par la sécurité. Il y a Wheeler Yuta qui va également intervenir, qui va vite s'attirer sur ses fesses. Et donc voilà, hein, Will Ospreay qui traque Jon Moxley peu importe où il est dans l'arène et qui aura son match contre Pac un petit peu plus tard dans la soirée. Signature de contrat entre MJF et Kenny Omega. On devait commencer par ça, ça arrive au bout d'une dizaine de minutes de show. Les deux vont rapidement signer. Ils vont pas trop faire de chichi dans un premier temps, ils vont vite signer le contrat. Par contre, si Kenny Omega touche MJF avant Dynasty, le match sera annulé. Donc Kenny Omega ne doit pas toucher MJF jusque-là. Kenny va prendre la parole en premier. Il va un peu se moquer d'MJF. Il dit que voilà, ceux qui sont dans la salle, ils sont pas venus pour voir MJF, ils sont venus pour voir les meilleurs catcheurs catchés. Et donc par conséquent, pas MJF.
Et donc quelqu'un doit abattre MJF et ce sera Kenny Omega, puisque pour Kenny Omega, MJF ne représente pas les valeurs d'AEW, là où lui les représente. Et c'est MJF qui va prendre le micro à son tour. Il va dire que Kenny n'a pas grand chose de prendre sa retraite, un peu comme Kota Ibushi, petite pique pour aller piquer un petit peu l'autre moitié des Golden Lovers. Et MJF va dire que voilà, avant le retour de Kenny, les docteurs ont rendu visite à Omega pour lui dire que sa diverticulite était de retour et que son estomac pouvait exploser à n'importe quel moment. Donc là, il tente vraiment de mettre Kenny Omega un petit peu au pied du mur, voilà, en lui disant c'est sa dernière chance. Et même cette dernière chance-là, pas sûr qu'il survive pour aller jusque-là. MJF, il va dire que au final, ce serait peut-être pas plus mal que Kenny meure. Et ça va énerver Kenny, qui va retourner la table. Mike Bailey va le retenir pour l'empêcher de perdre sa chance au titre. Mais voilà, donc c'est Mike Bailey qui intervient pour calmer le tout. Il va même prendre le micro pour dire que sans Kenny, il n'y a pas de Elite Wrestling. S'il n'y a pas de Elite Wrestling, il n'y a pas d'MJF. Bah, il va affronter MJF ce soir. MJF, il va pour refuser dans un premier temps, mais Kenny va provoquer MJF pour qu'il accepte le match. Il va le provoquer un petit peu en parlant de sa virilité. MJF va finir par accepter d'affronter Speedball dans le main event ce soir. Tout le monde va retourner plus ou moins content au vestiaire. Et donc, le match est officialisé pour le main event. Et on va enchaîner avec un match entre The Demand contre Kenny Omega, qui était déjà sur le ring, Brody King et Jack Perry. Première partie du match qui est pas très très intéressante, c'est Jack Perry qui va essentiellement prendre la hit. En fait, c'est assez simple, là, comme il n'y a pas eu de pub depuis le début du show, hein, la pub vient se caler directement au début du match, donc il se passe pas grand chose. Dès que la pub se termine, ça va un petit peu décoller, donc il va y avoir le tag de Kenny Omega, et à partir de là, le match part un petit peu dans tous les sens, ça devient un peu foufou et c'est assez agréable à regarder. Il y a un moment, il y a un triple cannonball de Brody King sur tout The Demand au complet. Et au final, c'est Kenny qui finira par remporter le match avec son One Winged Angel sur Ricochet. Toujours agréable dans ces formats-là, où là, ça part un petit peu dans tous les sens, etc. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que quand The Demand est en trio, souvent c'est Ricochet qui prend le tombé. C'est pas la première fois que c'est lui qui subit le tombé. On sent il doit avoir un petit peu cette envie de protéger ses partenaires. Et je trouve ça un peu cool de sa part, sachant que pour lui, c'est vrai que ça lui coûte pas grand-chose. Je pense dans son personnage de subir des tombées, donc pourquoi pas. On va aller au vestiaire avec Willow Backstage qui annonce qu'elle défendra son titre à Collision et qu'elle veut le défendre contre les meilleurs dans un Open Challenge. Je suis très content du retour du format Willow qui apparaît à Dynamite pour dire qu'elle aura un match à Collision. J'espère qu'on aura ça sur les 5 semaines suivantes comme on les avait eu à une époque. Ça, c'était la classique. Voilà, Willow à Dynamite, elle a un segment et elle dit « J'aurai un match à Collision ». C'est ça, c'est le format classique division féminine de Tony Khan. Vas-y Willow, souris et dis des trucs. René Paquette, backstage, qui croise Adam Copeland et Christian Cage, qui ont pas trop envie de répondre, de perdre du temps avec René Paquette. Adam va dire que ouais, ils veulent s'en prendre FTR, d'ailleurs ils sont même arrivés avec des chaises, et ils vont attaquer tous ceux sur leur chemin. Et du coup à ce moment-là, il y a Christian qui réagit au quart de tour et qui va promettre un coup de chaise à René Paquette. Il va être interrompu juste à temps par Adam Copeland. Copeland, ça, juste en partant de la réaction qu'il va faire. Franchement, René Paquette, c'était un peu drôle. Ça m'a fait rire. Et donc, il va arriver dans le vestiaire du FTR et en fait, ils vont tomber sur Rocky Romero et Trent Beretta. En fait, ils vont dire que FTR, ils sont pas là parce que, en fait, ils seront demain à Collision. Ils sont pas présents dans l'arène ce soir. Et donc, Christian, il va regarder Adam Copeland et il va dire, eux, ils sont un peu notre chemin, non? Et du coup, ils vont attaquer Trent Beretta et Rocky Romero à coup de chaise. C'était mignon. Le segment était un peu drôle. J'ai bien aimé. On passe au match entre Will Ospreay et Pac. Mais alors que Will Ospreay faisait son entrée pour son match, Pac va s'en prendre à lui dans son dos. Il va surtout s'en prendre au niveau de sa nuque. Il y a même un médecin de l'élite qui va tenter de le convaincre que c'est un peu tôt. C'était déjà pas terrible qu'il revienne maintenant. Il va y avoir un long échange entre les deux. Il essaye de le convaincre de pas aller se battre contre Pac. Et Will Ospreay, il va pas écouter. Il va aller glisser sur le ring et la cloche va sonner. Et donc le match va démarrer, match assez violent où Pac va dominer une majeure partie du temps. Il va surtout s'en prendre à la nuque, forcément, de Will Ospreay qui était déjà affaibli avant. Et il l'a attaqué en plus juste avant le match. Will Ospreay va revenir de temps en temps, notamment avec un joli Styles Clash. Il continue les hommages à AJ Styles, on sait que c'est un fan d'AJ Styles. Il n'y a pas qu'à moi qui va réussir à toucher sa Black Arrow et enchaîner avec son Brutalizer. Et alors que Will, voilà, il s'approchait des cordes pour casser la soumission, il va se retourner et piéger Pac dans un roll-up pour un compte de 3. Alors,
Dans ces moments-là, moi je suis toujours un peu partagé parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, Will Ospreay, il veut s'en prendre à Jon Moxley et également aux Death Riders par extension. Donc, tout ce qu'on nous montre depuis le début, c'est un Will Ospreay qui a la recherche de violence et de vengeance physique. Donc, limite, il cherche plus à faire mal qu'à gagner. Moi, en tout cas, dans ces moments-là, c'est ce que je comprends en tant que spectateur. Du coup, que la victoire se fasse sur un roll-up, ça me pose un petit problème. J'aurais presque préféré, alors certes, ça se fait pas en règle générale, mais j'aurais presque préféré que Will Ospreay perde le match sur le Brutalizer, et au moment où Pac il célèbre, en fait, Will il le défonce à coups de chaise, etc. Et que on parte sur le principe que voilà, Will en a rien à faire de la victoire. Il veut faire mal aux Death Riders, il veut les éliminer. J'aurais presque préféré ça. Au final, Will gagne, mais du coup pas vraiment avec panache, donc il ressort pas particulièrement fort de cette victoire. C'est un petit feel-good moment. Mais du coup, dans la foulée, Will Ospreay va se faire attaquer par les Death Riders. Ils vont même piéger la nuque de Will Ospreay dans une chaise pour voilà essayer de. On a déjà vu ça avec Claudio Castagnoli qui fait le stomp. Mais Moxley, il va empêcher Castagnoli de faire le stomp. Il va prendre le micro et il va simplement lui dire bon bah voilà, écoute, à n'importe quel moment, on pourrait terminer ta carrière. Je vais pas le faire maintenant. On va rien te faire de plus. Mais pour moi, parce que pour moi, c'est pas personnel. Donc, ne rends pas ça personnel ou tu vas nous forcer à appuyer sur la détente. C'est là où moi je suis un peu embêté, c'est que moi ce match-là, il m'a pas montré que pour Will Ospreay c'était personnel, alors que dans l'intro, on a vu que Will Ospreay il allait s'en prendre physiquement à Moxley, qu'il traquait, etc. pour lui faire mal. Bah là, on m'avait vendu ça. Donc, j'ai quelques sentiments contradictoires où j'ai l'impression d'un Will qui veut juste gagner, mais pour moi, logiquement, Will, il a pas juste envie de gagner, il a plus envie de faire mal que de gagner le match. C'est peut-être moi qui pinaille. Vous savez que j'aime bien pinailler. Vous savez que c'est un peu mon genre aussi. Mais j'ai du mal avec ce genre de booking où quand on me vend quelque chose, j'ai pas ce que j'ai à la fin. Et bon, là, on n'est pas au final, on est qu'au milieu, donc c'est un petit accrochage, moi, de quelque chose que j'ai pas aimé et où je me suis fait la réflexion instantanément au moment de la victoire de Will Ospreay. C'est que pour moi, il aurait pas dû gagner comme ça. S'il gagne, il aurait fallu qu'il gagne de manière décisive. Et comme je disais, j'aurais presque préféré qu'il perde pour qu'on maintienne le côté il est faible de la nuque dans le brutalizer de Pac, et quitte à ce qu'il se venge dans la foulée. J'aurais trouvé peut-être ça un peu mieux et j'aurais peut-être même trouvé que ça renforçait un peu la rivalité pour Dynasty. Maintenant, c'est fait, c'est pas très grave, mais voilà, c'est du pinaillage. Peut-être que personne n'est d'accord avec moi, c'est pas impossible non plus, mais souvent j'essaye de pas trop consulter les réseaux sociaux pour essayer d'avoir juste mon avis à moi propre et après je regarde ce que les gens pensent. Mais c'est pour ça, quand je fais ça, c'est vraiment les réflexions que j'ai sur le moment, probablement à cause d'un public qui est complètement absent. Il réagit à rien. Et pourtant, elles ont tenté. Il y a eu une petite full team suplex de la part des gentils, voilà, où tout le monde est au milieu du ring et on cale une jolie suplex sur tout le monde. En général, c'est joli, ça marche bien, ça fait réagir le public, mais les Canadiens, ils en ont rien à taper. Donc, il y a quasiment pas. Oui, il y a Mina Shirakawa qui a 2-3 réactions sur un run-in, mais ça s'arrête un peu là. En même temps, j'ai envie de dire, depuis quelques mois, Tony Khan n'y construit pas sa division féminine comme quelque chose d'important. Forcément, ça n'aide pas le public à être investi dans ces moments-là. Et donc, on arrive dans ces moments où le public réagit pas. En plus, on est sur un public qui est particulièrement silencieux de base dans ce show-là. Et 1 plus 1 en général, ça fait 2. Et donc, une division pas mise en valeur avec un public qui réagit à rien, forcément, ça fait un beat total pendant le match. Un peu décevant, forcément. Et je pense que le match a un petit peu souffert de ça parce que c'est pas si mauvais, mais le fait que ça se passe dans un silence total, on avait l'impression d'être dans le Covid. Donc, ouais. Et au final, Jamie Hater va prendre la victoire via son Haterade sur Julia Hart pour le compte de 3. Mais ouais, difficile de retenir quelque chose de ce match-là. Pas très très intéressant. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème quelque part. C'est que dans la division masculine, t'as montré à quel point le titre mondial était important et que tout le monde voulait courir après. Dans la division féminine, t'as l'impression que tout le monde s'en cogne du titre World. Il y a Mina Shirakawa qui le regarde vaguement et c'est à peu près tout. Et pour l'instant, là, on a l'air d'être limite plus concentré sur les titres tag team. C'est dommage, encore une fois. T'as l'impression que le titre de Tekla, personne n'en veut, personne n'a envie d'aller affronter Tekla pour son titre.
Je suis un peu déçu. Mais bon, c'est pas la première fois dans cette division. Darby, qui profite à la fin du match pour arriver sur la scène, micro en main pour s'en prendre verbalement à Maxwell Jacob Friedman, qui lui avait envoyé la Don Callis Family la semaine dernière pour s'en prendre à lui. Il espère que Kenny va gagner à Dynasty et il demande à MJF de venir au ring pour s'expliquer. Mais c'est Don Callis qui répond à l'appel en disant qu'MJF l'a payé un sacré paquet pour empêcher Darby de venir dans les pattes d'MJF. D'ailleurs, Darby affrontera un membre de la Don Callis Family à Dynasty et ce sera Andrade, qui avait pas l'air particulièrement au courant qu'il allait affronter Darby Allin. Je pense qu'il aurait bien aimé être mis au courant avant, surtout que lui ne partage pas vraiment la vision de Don Callis sur MJF. Donc ça a probablement commencé à créer des petites tensions entre les deux, déjà que ça avait commencé. Bon, on sait qu'Andrade c'est un compétiteur, donc il va aller affronter Darby Allin à Dynasty maintenant que le match est fait. Et il va donner tout ce qu'il a pour gagner. Mais peut-être que dans les semaines à venir, ça va un petit peu... ça va peut-être sortir Andrade de Don Callis Family. C'est pas le premier qui a des décisions de Don Callis contre lui. On va voir ce que ça va donner. Main event entre MJF et Mike Bailey. Kenny Omega va s'installer à la table des commentateurs pour ce match. Où MJF il va s'en prendre à Bailey dans le dos même juste avant que la cloche ne sonne. Il va même utiliser l'arbitre comme bouclier un petit peu après quand Bailey va reprendre l'avantage dans le match. Le match il va vraiment s'enclencher dans la foulée dans un format un petit peu plus 50-50. Mike Bailey va vraiment avoir l'occasion de briller face au champion du monde. Bailey est toujours, moi je trouve super impressionnant, c'est dans ses coups de pied, la précision qu'il a dans les jambes pour mettre les coups vraiment au bon endroit et dans les endroits où ça claque. Ça fonctionne très très bien. Mike Bailey il est vraiment très adroit de ses pieds. Il va même emprunter le Snapdragon Suplex de Kenny Omega devant lui. Il va être à pas grand chose de prendre la victoire, mais MJF est trop proche des cordes et va poser son pied sur la corde. MJF derrière il va réussir à prendre la victoire en surprenant Mike Bailey avec un Tombstone Piledriver sur le tablier du ring, suivi de son Hitseeker pour le compte de 3. Le tout en faisant le tomber en regardant Kenny Omega directement droit dans les yeux à la table des commentateurs, ça j'ai beaucoup aimé. Et compte de 3, victoire du champion du monde. Après ça, il y a Kenny Omega qui va relever Mike Bailey, ils vont célébrer devant leur public canadien. Mais un très bon match dans ce main event où, une fois n'est pas coutume, mais MJF va gagner clean. Ça, j'ai trouvé ça bien aussi, parce que là, le but quand même d'MJF, c'est de prouver qu'il est meilleur que Kenny Omega. Ça va pas le déranger de tricher lors du match, parce qu'on sait qu'MJF, il a ce côté, voilà, ça reste un salopard avant tout. Mais c'est bien qu'il gagne contre Mike Bailey clean et qu'il rappelle, voilà, tu dis que je suis pas un bon catcheur, tu dis que les gens ils viennent pas pour me voir moi parce qu'ils viennent voir des bons catcheurs, je suis un bon catcheur et je suis meilleur que d'autres bons catcheurs. Donc ça j'aime bien. Le message qui est un petit peu là-dessous en sous-texte, ça fonctionne bien. Donc ouais, j'aime beaucoup ce qui se passe là-dedans. Je trouve que ça, il y a une bonne alchimie de rivalité, en tout cas entre MJF et Kenny Omega. On verra ce que ça va donner sur le ring à Dynasty, mais assez peu de doute, il y a Kenny Omega. Donc forcément, le match sera extraordinaire normalement. Et donc le Dynamite qui va se terminer là-dessus. Un petit Dynamite, on va dire seulement 4 matchs. Seulement 4 matchs dans ce Dynamite. Tant j'ai pas eu l'impression qu'il y avait tant de segments que ça non plus. Même si la signature de contrat a pris un petit peu de temps, c'était pas non plus incroyablement long. Comme d'habitude, hein, vous m'entendrez pinailler, mais la division féminine, il manque un petit peu de temps. Même si sur ce show-là, j'ai l'impression que personne n'a eu trop de temps. Et ouais, ça traîne un petit peu la patte pour Dynasty. Mais on essaye de montrer un petit peu tout ce qu'il y aura pour Dynasty. Et c'est comme souvent hein, avec ces formats où ces formats pay-per-view, maintenant il y en a beaucoup du côté All Elite. On construit des pay-per-view avec beaucoup de matchs sur la carte. Et donc forcément, quand tu veux mettre beaucoup de matchs, pour les justifier, c'est pas toujours facile. Et surtout pour trouver les emplois du temps de tout le monde pour pouvoir caler tout le monde sur la carte, c'est parfois un peu compliqué. Et ça se ressent un peu dans ce genre de show-là. En tout cas, c'est tout pour ce récap de Dynamite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Comme je vous disais tout à l'heure, les liens sont en description dans le All Links pour que vous puissiez vous abonner sur tous les réseaux. Et comme on disait, Patreon en nouveau réseau, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Merci à ceux qui ont regardé d'avoir regardé. C'était Dumble J pour Squash FM et on se retrouve la semaine prochaine jeudi à 17h pour le nouveau récap de Dynamite. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!